45 citoyens tirés au sort ont débattu au Parlement bruxellois avec de vrais députés. Le sujet, sensible, c'était celui du déploiement de la 5G en région bruxelloise. Ils ont pondu 43 recommandations. Alors que retenir de cette expérience? Ont-ils apporté un peu de bon sens dans une assemblée qu'on dit parfois coupée des réalités, ou au contraire ont-ils été quelque peu manipulés? On va en parler avec 4 invités comme chaque semaine aux avis bien sentis. Dimitri Lemaire, bonjour. Vous êtes directeur de Party Cities. Vous accompagnez ce processus. On verra comment concrètement vous veillez à ce que les choses se déroulent le mieux possible. Anne-Emmanuelle Bourgault, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Mons, constitutionnaliste, spécialiste du droit public. On verra ce que vous avez à dire sur cette expérience bruxelloise et sur ce qu'on pourrait en faire ailleurs. Éric D'Agostino, bonjour. Vous êtes réalisateur et vous suivez caméra au point ce processus participatif, cette commission délibérative. On verra ce que vous avez à dire, vous qui avez été là et qui avez observé ça de l'extérieur. Et puis on voulait quelqu'un qui connaisse le monde politique. Joëlle Milquet, bonjour, ancienne présidente de parti, vice-première ministre notamment, et puis juriste, et vous avez siégé quelques années en tout cas au Parlement bruxellois. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder un extrait de votre film, Éric D'Agostino, 45 citoyens tirés au sort. Voyez ce que vous en dites dans un petit teaser. Nous allons ouvrir ensemble les travaux de la toute première commission délibérative. Le gouvernement devrait faire un effort. Moi, mon inquiétude, c'est vraiment la question environnementale. Il y a le risque de devenir esclave de la technologie. Notre facture de télécom va peut-être augmenter de 15, peut-être même je ne sais pas combien de pourcents, parce que la 5G va arriver. Mais la 5G, c'est beaucoup plus que ces antennes. Les citoyens doivent s'impliquer dans la vie sociale de la ville où ils vivent. Ça me donne une nouvelle image de la politique et de la démocratie surtout. Il est bon qu'il n'y ait plus cette fracture entre la classe politique et les citoyens et les citoyennes. Extrait de Vivre pour des idées, vous le diffuserez quand, Éric D'Agostino? Début 2020, parce qu'on va aller au bout du processus et le processus se termine dans 6 mois. Et donc, on suit les citoyens pour savoir s'ils ont été suivis ou pas, si le gouvernement va les suivre, si leur recommandation a servi à quelque chose, si tout ce processus a servi à quelque chose. Et on suivra votre travail, on espère pouvoir le diffuser sur BX1, ce film. Dimitri Lemaire, quels ont été finalement les obstacles pour lesquels il a fallu être créatif dans ce processus? On rappelle, associer des citoyens à des députés sur une question technique. C'était facile d'abord de trouver 45 personnes qui sont prêtes à venir, en plus de leur famille, de leur travail, de leurs obligations? Oui, c'était plutôt facile. Donc, le processus, c'est 10 000 invitations ont été envoyées à 10 000 habitants bruxellois. De ces 10 000, je pense que 1200, 1300 citoyens ont répondu « oui, je veux participer ». Et de ces 1200, 1300, on a tiré au sort 45 citoyens en respectant les statistiques bruxelloises. Donc, sur ces 45 citoyens, on avait un petit Bruxelles, on peut dire, rassemblé au sein du Parlement. Les obstacles, ils sont les mêmes que ces grands obstacles qu'on a eus pendant un an. C'était le Covid et une certaine distanciation sociale qu'on devait toujours respecter. On a dû séparer le groupe, donc 45 citoyens plus 15 députés, donc 60, en 2 groupes de 30. Ce n'était pas l'idéal, évidemment, pour faire en sorte que tout le monde se rencontre, puisse parler entre eux, etc. Mais je pense qu'on y est arrivé et les participants comprennent évidemment ces obstacles. Le deuxième, ce n'était pas un obstacle, c'était un défi. C'était avoir des politiques au même niveau, si on peut dire, que les citoyens. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas dérouler leur programme ou leur vision, ils venaient vraiment échanger, participer, débattre avec les citoyens. Alors au début, on a eu peur
que lors de ces échanges en petits groupes, ces politiques pouvaient prendre peut-être trop de place. Parce qu'ils sont habitués au débat, parce qu'ils sont habitués à imposer leurs idées. Un peu monopoliser la parole. Et comment vous avez fait pour que ce ne soit pas le cas? Alors on a travaillé avec des facilitateurs. Donc la facilitation et les techniques d'intelligence collective permettent vraiment de donner la parole à chacun de manière égalitaire et que chacun puisse vraiment s'exprimer de sa manière. Comment... Et donc ça c'était la première chose. On a vu que ça s'est très très bien passé dans les groupes. Le politique était vraiment... il a pu aider, éclairer, mais il n'a pas pris trop de place. Alors quand on était en plénière, le politique, là, reprenait un petit peu ses réflexes de plénière, je dirais, d'opposition contre majorité. Mais à part ça, les échanges avec les citoyens ont été très riches, je pense. Même sentiment positif, Éric D'Agostino, vous qui étiez là en observateur. Hein. Alors tout à fait. Moi, je suis tout à fait indépendant et donc je suis cinéaste indépendant et je trouve que le processus qui a été mis en place, qui est pensé, fonctionne très bien. Les citoyens et les parlementaires fonctionnent bien. Un petit bémol, mais là, c'est un petit bémol, mais c'est peut-être l'étape suivante, c'est qu'en fait, in fine, après avoir rédigé ces recommandations ensemble, parlementaires et citoyens, à un moment donné, la dernière session, c'est le vote. Et là, le citoyen ne peut pas voter. Donc, ce sont les parlementaires qui votent. Et là, le citoyen a été frustré. Là, les citoyens se sont sentis frustrés parce que, en fait, ils ont le droit de donner un avis sur la recommandation. Et, in fine, la recommandation est adoptée par les parlementaires. C'était prévu, hein. Mais c'est vrai que certains auraient voulu... voilà. Et je pense que l'étape parfaite serait que les citoyens aient droit au vote, réellement. Professeur Bourgault, on a dit première mondiale. On est un peu pompeux là, ou effectivement on mène ici au Parlement bruxellois quelque chose qui est assez exceptionnel? Mais en fait, si vous voulez, c'est vrai que le cadre est vraiment très original et alors oui, assez historique parce que pour différencier, parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu des panels, beaucoup de panels. Hein, c'est très à la mode maintenant en Belgique et c'est bien d'ailleurs. Mais là, il faut peut-être rappeler qu'à Bruxelles et en communauté germanophone, c'est pas des opérations one-shot. Il y a eu un cadre juridique qui a été voté. Donc tout ça s'inscrit dans un dispositif pérenne. Donc pas celui-là. Enfin, je veux dire, on recompose des panels citoyens sur la 5G, sur différents thèmes. Mais il y a donc une avancée vraiment. On ne s'est pas contenté de faire des one-shot et des expériences ponctuelles. Et ça vaut à Bruxelles et ça vaut en communauté germanophone. Et ça, oui, c'est tout à fait remarquable que des entités fédérées, on y reviendra peut-être parce que ce n'est pas le cas au fédéral, aient pris à bras-le-corps ce problème de fossé entre citoyens et monde politique ou entre électeurs et élus. Et en plus dans une perspective pas one-shot, parce que c'est une des critiques qu'on peut peut-être adresser, c'est qu'il y a un moment donné, le monde politique a vraiment tardé à entendre qu'il y avait un problème majeur, à mon avis, de démocratisation de nos institutions. Et puis, ils ont multiplié les gadgets. Là, on n'est pas dans des expériences gadgets parce qu'il y a vraiment des textes qui ont été votés. Et je suppose qu'il est prévu, d'ailleurs, qu'ils soient réévalués à l'aune des expériences. Ça, c'est tout à fait remarquable. Ce qui ressort dans les petites critiques des politiques, c'est de dire que finalement, le timing était court pour un sujet aussi technique que la 5G. Alors, est-ce que vous avez eu la même impression, vous qui y étiez? Et puis, Madame Milquet, vous avez à piloter certaines réformes, notamment quand vous étiez ministre, que ce soit à l'enseignement ou à l'intérieur. Est-ce que finalement, les citoyens, c'est normal qu'ils aillent tellement plus vite que les vrais politiques, si je puis dire? C'est pas tellement une question de rapidité. Je pense que si on veut justement outiller les citoyens de manière optimale pour pouvoir vraiment échanger, il est normal que, surtout sur un sujet technique ou sur un sujet qui demande de toute façon un peu de pédagogie, parce que rien n'est jamais simple, il y a toujours un peu de nuances, qu'il puisse avoir toute une période d'information avant. D'ailleurs, entre nous, un parlementaire qui découvre un dossier, il bloque, il se renseigne. Moi, combien de fois on est amené à tout d'un coup découvrir des dossiers sur des sujets qu'on connaît peu, et moi j'ai parfois pris 15 jours à travailler, rencontrer des gens pour être vraiment sûr d'une connaissance. Donc c'est normal. En fait, c'est pour tout le monde quelque part. Alors c'est vrai que les politiques peuvent être plus habitués à toute une série de sujets, mais cette partie-là, elle me semble essentielle pour justement permettre un moment aux citoyens à pouvoir débattre à armes égales, à pouvoir sentir les problèmes, voir où peuvent être les solutions. Est-ce
qu'ici, on a vraiment pris assez de temps. Est-ce que si vous aviez pu, vous, disposer du calendrier, vous n'auriez pas dit, on prend, je sais pas moi, quelques semaines de plus pour d'autres auditions, pour que les citoyens puissent digérer la matière? Cette notion de temps et de trop peu de temps, elle revient toujours. Okay. Dans ces processus participatifs, on pourrait rallonger de plusieurs semaines. On aurait pu aller, par exemple, jusqu'au début de l'été, mais je suis persuadé qu'on n'aurait pas eu encore assez de temps parce que on se plonge de plus en plus dans la thématique, elle est complexe, elle devient de plus en plus fine, et les connaissances deviennent de plus en plus fines. Et c'est ça la connaissance, on a toujours envie de connaître plus. Et donc, ça revient systématiquement, on n'a pas eu assez de temps. Ici, je trouve, ces 6 réunions, ça a été déjà pas mal, c'est déjà très bien. Mais en effet, on pourrait imaginer certaines commissions délibératives, peut-être 1 ou 2 réunions plus longue si c'était nécessaire. Alors je reviens sur la question qu'on se pose finalement. Ces citoyens, qu'est-ce qu'ils ont apporté auquel n'auraient pas pensé des élus dont c'est le métier? C'est quoi? C'est une forme de bon sens, on dit de connexion avec la réalité, ou c'est simplement aussi une garantie de transparence et de montrer que finalement, justement, nous, les citoyens, quand ils sont confrontés, prennent des décisions ou font des recommandations qui ne sont pas si différentes de celles des élus politiques? Ce qui est passionnant, en fait, dans ces processus, c'est que les citoyens viennent avec leur expérience de vie. Je pense que ces 45 citoyens, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais parlé de voltage ou d'antenne de la 5G. La plupart découvraient tout ça. Et ils viennent avec leur expérience de vie. Et donc, on vient alimenter l'expertise politique, puisqu'on avait 15 politiques, mais aussi l'expertise de différents experts 5G, d'expérience de vie. Et ça donne tout à fait un autre visage au fait à la thématique, puisque les gens ne viennent pas avec un agenda, ils viennent avec ce qu'ils ressentent, comment ils perçoivent cette thématique, quelle est leur crainte et où ils veulent aller. Cette expérience de vie est précieuse, je trouve, dans ce genre de débat. Je propose qu'on redonne la parole à quelques instants à ces citoyens, puis on vous entendra les invités autour de la table, parce que voilà, vous les avez filmés, Eric D'Agostino. Écoutez ce qu'il disait. Par exemple, forêt de Swann. Ouais. Est-ce que tu as besoin de 5G dans la forêt de Swann? ça fait partie de Bruxelles. Oui, ouais. non. Moi, je voyais la ville. Non, mais t'as raison. Tu vois, mais tu as tout à fait raison. Que là, qu'on la mette surtout pas. Parce que sinon... J'habite à côté, en plus. Ces petites choses qu'il y a dans le téléphone qu'on n'arrivera plus à recycler et qu'à un certain moment, il n'y en aura plus. Peut-être donner un cours, une journée, par exemple, à l'école où il y a une journée consacrée à ça. Oui, je voulais juste rajouter à ça, je suis très d'accord. Moi, je pense qu'on peut rajouter que les régions peuvent faire cette sensibilisation via une campagne publicitaire parfois. Il faut peut-être poser la question au gouvernement, mais comment est-ce que vous voulez respecter l'accord de Paris sur le climat si vous, en même temps, vous êtes prêt à ce qu'on consomme plus d'énergie? Ça ne change rien dans nos vies, à part qu'on va apparemment télécharger plus rapidement des vidéos. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour les enfants ou pour même les adultes. Voilà, ce sont quelques extraits. Le film documentaire sera à découvrir. Ça vous inspire quoi, Mme Bourgault, ces extraits, ces discussions-là? C'est celles que vous auriez pu avoir avec vos étudiants? Et Mme Milka, après vous répondrez, ça ressemble à un échange entre parlementaires ou c'est d'un autre cru, si je puis dire? Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à la question que vous posez sur la plus-value, c'est qu'il y a 2 aspects au tirage au sort. Il y a l'aspect... en amont, j'ai presque envie de dire, sur la citoyenneté des électeurs. Ça permet aux électeurs d'exercer leur citoyenneté autrement qu'en allant voter tous les 5 ou 6 ans. C'est ça la plus-value, parce que c'est ça l'idée du tirage au sort, c'est qu'au fond, on a créé des citoyens normalement responsables et bien instruits, il faut le dire, parce que les progrès de l'instruction font qu'on est de plus en plus diplômés en Belgique et donc de mieux en mieux formés. Or, par ailleurs, la citoyenneté est calquée sur un modèle du 19e siècle. Et donc, ça répond à cette question. Au fond, est-ce que c'est suffisant encore pour que les citoyens se sentent entendus et des citoyens actifs et dynamiques que de les convoquer aux élections tous les 5 ou 6 ans? Et donc ça en fait, c'est déjà une plus-value. En région bruxelloise, grâce à ces panels de la régionaux ou de la COCOF, puisqu'il y a aussi la même chose à la COCOF, eh bien, la citoyenneté s'exprime potentiellement différemment. Et puis, il y a l'autre aspect. Est-ce que ça apporte une plus-value à la délibération politique? Et alors là aussi, à mon avis, c'est une plus-value. Pourquoi? Parce qu'écoutez, en plus, c'est assez d'actualité. On sait quand même que les hommes ou femmes politiques, les élus, et moi, je ne suis pas du tout dans le bashing des hommes et des femmes politiques, mais on sait aussi par ailleurs qu'il y a une forme de ronron, on va dire représentatif, notamment des jeunes majoritaires
majorité d'opposition, on l'a vu notamment dans la gestion Covid, ce qui peuvent du coup, comment dire, être, alors sinon transcendés, un peu déroutés par l'apport de ces citoyens qui peuvent alors renouveler ou redynamiser la délibération politique. Je ne sais pas si vous l'avez observé, d'ailleurs, c'est à vous de le dire, parce que on brise les codes, on subsume, ça fait du bien de briser certains codes parlementaires. Il y a une forme de ronron et de jeu de stratégie qui parfois bloquent l'action politique. Alors, bien évidemment, il y a des dérives dans le monde politique et dans un certain épuisement démocratique comme on l'a dans d'autres secteurs. C'est vrai qu'on a un poids trop important d'une certaine particratisation, on a parfois des jeux un peu trop manichéens, majorité-opposition, sans doute. Mais je voudrais quand même un peu nuancer le propos parce que d'abord, c'est quoi un parlement ? Ce n'est pas des extraterrestres qui sont arrivés en parachute, on ne sait comment. Ce sont des citoyens comme vous et moi qui ont une histoire, qui ont un passé, qui ont des sentiments, qui ont des visions, des conceptions, des valeurs, etc., qui à un moment sont choisis, élus pour représenter la société dans le cadre d'une gestion collective. C'est ça. Donc la citoyenneté, et moi je suis pour les méthodes participatives par ailleurs, je vais y arriver, mais qu'on ne se trompe quand même pas d'abord de monde. Ce n'est pas tout d'un coup des gens désincarnés qui n'ont pas de vie de quartier, qui ne sont pas impliqués, qui ne rencontrent pas des citoyens tout le temps, surtout à Bruxelles où il y a quand même une implication très très forte en la matière. Donc bien évidemment qu'il y a dû y avoir des partages de peurs, d'apports, etc., qui peuvent parfois être similaires. Mais évidemment, il y a une fraîcheur et une indépendance et parfois un apport différent d'un citoyen qui n'est pas habitué au rouage du monde politique, qui peut venir avec ses propres interpellations. Mais je ne crois pas qu'il faut être antagoniste, en fait. Il ne faut pas opposer d'un côté un monde de pseudo de technocrates ronrons qui viennent parler uniquement parce que leur parti leur a dit de dire comme ça. Alors, il y a peut-être parfois quelques dérives, mais c'est quand même un peu plus subtil que ça. Et des citoyens qui auraient tout d'un coup raison sur tout, etc. Donc, je pense que c'est très bien d'avoir un système hybride. Moi, je suis vraiment pour garder un système représentatif, quitte au parti à se remettre en cause, à choisir des nouveaux, plus de femmes, plus de diversité, qu'on renouvelle plus aussi sur les listes, ça sûrement, et que par ailleurs, dans une législature, on ait ce travail comme le Parlement l'a organisé, comme on l'a fait en Islande, parce que dire que Bruxelles est une première mondiale, c'est sympathique, mais bon, il y en a parfois d'autres qui l'ont fait aussi. En Islande, ils ont choisi la Constitution de manière citoyenne eux-mêmes. Elle n'est toujours pas appliquée, hélas, mais bon, c'est que voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant de mêler de la manière dont vous l'avez fait, parfois de laisser, ce qui est intéressant aussi parfois pour ne pas impressionner, c'est de laisser vraiment des citoyens seuls, vraiment avec des facilitateurs, pour aller jusqu'au bout du processus, tout seul, sans parlementaire, sans politique. Vous auriez préconisé cela, par exemple, sur la 5G, on aurait pu... Non, mais par exemple, ce que moi j'avais fait, et c'est pas, je trouve que les deux méthodes sont vraiment intéressantes et complémentaires, dans le pacte d'excellence, sur des questions scolaires, est-ce qu'il faut obliger à aller à l'école jusqu'à 18 ans, qu'est-ce qu'un tronc commun, quel est le rythme idéal pour un enfant. On a laissé vraiment des citoyens tout seuls, avec des facilitateurs, avec des gens comme vous. Pendant tout un week-end, ils ont eux-mêmes décidé de leurs propres recommandations, ils ont voté entre eux, ils ont trouvé les compromis entre eux, et puis la feuille de route est arrivée pour apporter, et elle a été quand même largement suivie. Peut-être que ça laisse un peu plus de liberté, c'est à voir, donc il y a plein de méthodes différentes. Éric D'Agostino qui voulait réagir là-dessus. Oui, je voudrais réagir parce que dans les parlementaires que j'ai rencontrés et que je connais, bon, ben, le niveau d'études, le niveau social, on est au moins au bac plus. Je veux dire, si moi j'ai fait ce film, j'ai attendu le tirage au sort pour décider si je faisais le film. Et j'ai été étonné parce que le panel citoyen qui est là, on est entre Saint-Gilles et Molenbeek. Je veux dire, on a Dimitri, toi, tu peux le dire mieux que moi, des personnes qui ont fait des études de moyen niveau. Si on a 5 sur 45, c'est beaucoup. Et donc, moi, je me tourne vers Mme Bourgault là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, philosophiquement, un peu une espèce je veux dire, d'aveu d'échec de la démocratie, en tout cas de l'incapacité à avoir dans les plus hautes sphères de décision des gens qui, effectivement, n'ont pas, monsieur disait, un parcours universitaire, académique. Est-ce que là, il n'y a pas quelque part une tentative soit de peut-être de rattrapage démocratique? Mais en fait, peut-être pour combiner les deux questions, parce que Mme Milquet, moi je suis d'accord, évidemment, il n'y a pas le citoyen vertueux et l'homme ou la femme politique vicieux, ça j'ai jamais dit. Par contre, qu'il y a un déficit... Non, ça je sais bien, mais qu'il y ait par contre un déficit de représentation
représentativité dans la représentation parlementaire classique en Belgique. C'est une question de parti aussi, ça je suis d'accord. Il faut à un moment donné le reconnaître. Il faut reconnaître aussi que ceux qui arrivent au Parlement sont filtrés en amont. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a un problème majeur sur la sélection et l'établissement des listes électorales par les partis politiques. Parce que on sait très bien, c'est devenu être parlementaire est devenu une profession. Et donc on est face à un personnel politique professionnel et spécialisé en politique, c'est un peu curieux. Et donc moi à Bruxelles, regardez les listes, allez sincèrement, regardez les listes à Bruxelles des partis, elles sont fortement représentatives de la diversité, en tout cas pour un grand nombre de partis, avec des personnes qui n'ont pas toujours du tout un background académique. Moi, mon successeur, c'est un président de parti qui n'avait pas fait d'études universitaires par ailleurs. Non, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. C'est vrai qu'on doit mieux représenter au niveau des listes, sûrement. Mais je trouve qu'à Bruxelles, peut-être exceptionnellement parce qu'il y a une adéquation par rapport à une sociologie très diversifiée, on a de plus en plus, que ce soit au niveau communal ou régional, des listes vraiment très diversifiées. Alors, est-ce que tout le monde se fait élire? C'est encore autre chose. Mais c'est clair que les partis doivent être beaucoup plus sensibles à cette dimension-là. Dimitri Lemaire, parce que je voudrais revenir sur les thématiques, et on avance dans le débat, hein, mais la prochaine est déjà identifiée, les deux prochaines, je pense, gestion de crise. Tout pourrait être abordé, ou on reste quand même dans le cadre des compétences de la région bruxelloise, j'imagine? Bien sûr. Oui, tout peut être abordé, au fait. Toute thématique peut être abordée si, en amont, on a un processus qui permet aux citoyens de s'informer et d'avoir toute l'information nécessaire. Pour rebondir sur un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est vraiment l'inclusivité. À partir du moment où on invite ces 45 citoyens tirés au sort à se pencher sur une question, quelle qu'elle soit, 5G, sans-abrisme demain, etc., on permet au fait de réfléchir à des propositions, des solutions, des recommandations beaucoup plus inclusives, puisque le groupe qui a travaillé dessus est très très diversifié, beaucoup plus qu'un Parlement. Si les recommandations ne sont pas appliquées, qu'est-ce qui se passe? Il y a un suivi qui est prévu? Donc le suivi... 43 recommandations, et puis finalement le gouvernement ou le Parlement s'assied sur les recommandations. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est vraiment la bonne question. Rendez-vous dans 6 mois, je ne sais pas non plus. C'est une garantie pour que ça fonctionne bien, Madame Bourgault? Alors, ça, c'est certain que ces mécanismes plus participatifs sont l'aspect prendre au sérieux les recommandations faites par les électeurs, par les citoyens est primordial, parce que sinon, c'est presque pire. Vous voyez, vous faites un mécanisme participatif, mais en fait, après, on n'écoute pas ce qui a été dit. Donc, c'est certain que c'est très important. Et peut-être pour nuancer ce qui a été dit, c'est un dispositif région bruxelloise ou COCOF ou communauté germanophone, mais alors c'est sur les compétences. Je ne veux pas faire ma constitutionnaliste de service, et c'est lié, si vous voulez. Bien sûr qu'on peut faire tous les débats qu'on veut, mais par ailleurs, si on veut que ça soit suivi d'effets et de décisions politiques de la région bruxelloise, il faut que ça soit dans les matières bruxelloises. Voilà. Eh bien, vous me permettez d'aller vers une question que je voulais vous poser, mais qui mérite d'abord un jingle. La question, elle est simple. Quel dossier bruxellois, belge, devrait, selon vous, être débattu par des citoyens ou par des citoyens et des politiques, mais en tout cas associer des citoyens, comme on l'a fait au Parlement bruxellois? Allez, il nous reste 2 minutes, 30 secondes chacun. Peut-être Monsieur le maire, pour commencer. L'euro va bientôt commencer. Moi, je voudrais voir un jour, et c'est à un niveau mondial, je dirais, un grand débat de citoyens pour rendre le football plus accessible à tous et toutes, pour que ce sport qui est quand même très populaire redevienne le sport de tout le monde, parce qu'aujourd'hui il est entretenu par des grands intérêts et de plus en plus de personnes ne peuvent plus aller au stade tout simplement. Éric D'Agostino, quel débat pourrait être évoqué par des citoyens et peut-être mieux géré par eux? Est-ce que la culture à Bruxelles peut être considérée comme essentielle ou doit-on la considérer comme un hobby qu'on pratique le samedi matin entre 10h et 11h avant l'apéro? On sent que vous seriez intéressé si on vous appelle. Madame Bourgault, peut-être alors, c'est pas pour le niveau régional bruxellois, mais ça peut être une autre compétence. C'est les réformes de l'État citoyenne, les réformes de l'État devraient inclure des mécanismes tels que le tirage au sort, à mon avis, et aussi par ailleurs de la consultation populaire ou de référendum, pour que ces réformes de l'État ne tombent plus dessus. Vous voyez, qu'elles soient délibérées, discutées comme ça par des citoyens, ça profitera à tout le monde, à l'État et aux citoyens. Votre suggestion, ça peut être la même qu'Anne-Emmanuelle Bourgault ou une autre? Je pense que là où les politiques ont montré toutes leurs limites, c'est sur la thématique de la réussite de la diversité. Et je trouve que s'il y a bien un sujet où, pour casser les amalgames de part et d'autre, entendre des vérités de part et d'autre, se respecter, s'écouter et s'unir derrière une vision à la fois qui respecte le droit à la différence et qui élabore des valeurs communes, c'est bien celui-là où on a besoin de citoyens d'origine diverse,
de manière très équilibrée, qui puissent se parler calmement pour un débat posé qui mérite autre chose que les caricatures actuelles. 4 bons thèmes qu'on pourra peut-être traiter, sans doute, la semaine prochaine déjà. Temps Versus, ce sera la dernière de la saison. Merci à tous les 4 d'être venus et d'avoir échangé. Merci à vous.